Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes d'horreur Arkham. Aujourd'hui, l'investigatrice truand et les cartes truands de la boîte La Conspiration d'Innsmouth. Alors l'investigatrice, c'est Trish Scarborough, l'espionne. Elle a 2 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 4 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, les traits agence et détective, réaction. Après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Signe des anciens, +2. S'il s'agit d'une enquête, vous avez le droit de choisir n'importe quel lieu révélé. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans ce lieu à la place. Construction du deck, carte truand de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte chercheur de niveau 0 à 2. Exigence du deck, dans l'ombre, agent de l'ombre et une faiblesse de base tirée au hasard. Alors, si on regarde ces caractéristiques, 2 en volonté, c'est un peu faible, comme tous les truands, 4 en intelligence, c'est bien. Alors, on a des chercheurs qui ont 5, mais 4, c'est bien. 2 en force, elle sera pas principalement une combattante, mais par contre 4 en évasion, 4 en agilité, c'est-à-dire qu'elle peut, avec un petit peu de boost, jouer l'évasion comme gestion des ennemis. Quant à sa capacité, à un moment donné, vous trouvez un indice, alors peu importe le lieu, sa capacité elle marche dans son lieu ou dans n'importe quel autre lieu, à partir du moment où vous trouvez un indice dans un lieu où il y a un ennemi, soit vous trouvez un deuxième indice, donc automatiquement, sans test, sans rien, soit vous échappez automatiquement à l'ennemi, une seule fois par round. Donc ça, s'il y a un ennemi dans votre lieu engagé avec vous, que vous trouvez un indice, a priori, vous utiliserez votre capacité pour réaliser une évasion automatique. Comme ça, vous pouvez agir sans vous prendre d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi avec lequel vous êtes engagé. Si par contre, c'est dans un autre lieu, parce que il y a des cartes qui permettent d'enquêter à distance ou de trouver des indices à distance, vous allez probablement dire j'obtiens un indice dans ce lieu, il y a un ennemi, du coup j'obtiens un deuxième indice. Autrement dit, vous gagnez si vous enquêtez au bon endroit, si vous arrivez à maintenir des ennemis dans les lieux dans lesquels vous prenez vos indices, vous avez un indice de plus par round. Le signe des anciens, le +2, ok, c'est toujours bien, +2. Bon, le +2, ok, c'est sympathique, mais c'est-à-dire que si, par exemple, vous piochez le signe des anciens quand vous faites un test de reste pourrissant que vous espériez pas réussir, vous le réussissez. 2 + 2, 4 contre 3, c'est réussi. Si vous le piochez sur un test de façon générale de volonté, ça sera appréciable. Le truc, c'est que l'effet associé au signe des anciens ne marche que sur les enquêtes. Et si vous enquêtez, vous enquêtez, c'est une action que vous faites volontairement, donc vous vous mettez au-dessus de la difficulté et le +2 ne vous sert à rien. Oui, donc, comme souvent, le +2, ok, mais par contre, si vous piochez le signe des anciens au moment où vous faites une enquête, vous dites +2, ça va vous permettre d'enquêter dans n'importe quel lieu révélé à la place. Donc tant qu'à faire, vous choisissez le lieu révélé avec la plus haute valeur occulte, et ça va vous suffire. Imaginons qu'il y a sur la table un lieu avec une valeur occulte de 6, vous êtes dans un lieu avec une valeur occulte de 2, vous faites votre test à 4 contre 2, vous piochez le signe des anciens, vous dites ça me mène à 6, tant qu'à faire, je prends mon indice dans ce lieu qui est une valeur occulte de 6, dans lequel j'avais peu de chances de réussir mon enquête autrement. Voilà. Alors si on regarde toutes les cartes qui ont dans leur texte indice, parce que sa capacité marche sur les indices. Alors non, déjà, je vais
dire un truc de façon globale. S'évader, échapper automatiquement à un ennemi. Alors déjà, vu que c'est un effet autre que l'action basique échapper à, vous n'avez pas besoin d'être engagé avec l'ennemi. Vous pouvez échapper automatiquement à un ennemi dans votre lieu, dans un autre lieu, engagé avec vous, engagé avec quelqu'un d'autre. Voilà. Première chose, mais échapper à un ennemi, c'est plus intéressant si on est engagé avec lui. Parce qu'un ennemi qui est à l'autre bout du plateau, bon, c'est pas un problème pour le moment. Par contre, si vous voulez vous servir de votre capacité pour échapper à un ennemi actuellement engagé avec vous, ça veut dire qu'il va falloir prendre l'indice sans effectuer d'action. Si vous effectuez une action alors que vous êtes engagé, vous prenez une attaque d'opportunité. Donc il faudra trouver des indices sans faire d'action, ou alors il faudra utiliser la capacité sur des ennemis qui sont pas encore dans le lieu, mais dans ce cas-là, il faudra trouver les indices à distance. Alors si on regarde les cartes auxquelles elle a accès qui contiennent indices dans le texte, bon bah comme elle a accès à des cartes chercheurs, il y en a un paquet. En carte truand, on a Lola Santiago, de la boîte, enfin du pack Le Cœur des Anciens. Un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui donne un bonus de plus 1 en intelligence et plus 1 en agilité, ce qui l'a fait passer à 5 et 5. Action rapide, inclinez Lola Santiago et dépensez X ressources. Découvrez un indice dans votre lieu, X est la valeur occulte de votre lieu. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Donc vous jouez triche, vous avez Lola Santiago en jeu, un ennemi a été généré dans votre lieu, engagé avec vous. En action rapide, vous dépensez X ressources, vous prenez un indice, vous dites comme j'ai pris un indice qui est un ennemi dans mon lieu, je lui échappe automatiquement. Ça vous coûte des ressources, mais triche, elle est de la classe truand. Donc ça par exemple, c'est un moyen, Lola Santiago, d'échapper automatiquement aux ennemis avec lesquels on est engagé sans se prendre d'attaque d'opportunité. On a aussi le rapport des services de renseignement de la boîte Le Nom Secret, un événement qui coûte 2, découvrez un indice dans votre lieu. Réaction, quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût, changez découvrir un indice en découvrez 2 indices. Réaction, quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût, changez dans votre lieu en dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. Donc si on découpe cette carte-là, si vous faites uniquement l'effet basique, vous trouvez un indice dans votre lieu. C'est une action, si vous êtes engagé avec l'ennemi, vous prenez une attaque d'opportunité. Par contre, si vous n'êtes pas engagé avec l'ennemi, soit parce qu'il est distant, soit parce qu'il est engagé avec quelqu'un d'autre, vous prenez pas d'attaque d'opportunité, et ensuite vous avez le choix, soit un indice de plus, soit échapper automatiquement à l'ennemi. Au passage, si c'est un ennemi distant qui pose pas de problème, enfin auquel vous ne souhaitez pas échapper, la capacité de triche fait que pour 2 ressources, vous avez l'effet qu'a cette carte quand vous la payez 4. La première réaction, changer découvrir un indice en découvrez un indice en découvrez 2 indices, avec la capacité de triche, ça peut être 2 indices et l'évasion automatique, voire même 3 indices pour 4 ressources. Et enfin, pour 2 ressources de plus, alors rappel, les 2 réactions sont indépendantes, vous pouvez jouer l'effet de base et la première réaction, l'effet de base et la deuxième réaction, ou le tout, pour 6, à distance, ça va vous permettre soit de récupérer un indice dans un lieu dans lequel il y a un ennemi qui n'est pas un souci, donc vous dites pour 4 ressources je prends un indice dans le lieu connexe, il y a un ennemi, donc je prends un deuxième indice, et si vous payez 6 vous pouvez prendre 3 indices, soit vous dites je prends un indice dans le lieu connexe, il y a un ennemi chasseur, donc je lui échappe automatiquement. Et comme ça, à la face des ennemis, il ne se déplace pas vu qu'il est engagé, et j'ai un répit d'1 round. Chez les chercheurs, on a suivre son intuition, la carte de la boîte de base qui coûte 2, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice dans votre lieu. Donc ça c'est rapide, ça fait partie des cartes qui permettent de trouver un indice quand on est engagé avec un ennemi sans se prendre d'attaque d'opportunité. Et ensuite, on lui échappe automatiquement. On a cherché des réponses de niveau 0, un événement qui coûte 1. Enquêtez, en cas de réussite, au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrez un indice dans un lieu connexe. Alors ça va être par exemple
si il y a un lieu à valeur occulte élevée, dans lequel ça peut être un petit peu dur d'enquêter, et ben, au lieu d'essayer d'enquêter dans le lieu, vous en sortez, éventuellement, dans ce lieu à valeur occulte élevée, vous échappez un ennemi, ou vous débrouillez avec une autre carte, je sais pas moi, leurre ou tir de sommation pour envoyer un ennemi dans ce lieu. Vous mettez dans un lieu connexe qui a une valeur élevée plus faible, vous faites votre enquête dans un lieu mettons qui a une valeur occulte de 2. Si vous réussissez, vous obtenez l'indice dans le lieu à valeur occulte élevée, et vous pouvez dire, vu qu'il y a un ennemi dans ce lieu, je récupère un deuxième indice. Chercher des réponses de niveau 2, c'est le même principe, sauf que vous découvrez un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Autrement dit, mettons que dans ce lieu à valeur occulte de 4, il y a un ennemi et 2 indices, dans votre lieu qui a une valeur occulte de 2, il y a un indice, vous jouez chercher des réponses, vous réussissez votre test contre une valeur occulte de 2, vous dites, je prends un indice dans mon lieu, je prends un indice dans le lieu connexe, comme il y a un ennemi, j'utilise la capacité de triche, je récupère l'autre indice de ce lieu. Et en une action, vous avez récupéré 3 indices. Position avantageuse dans le pack paradoxe temporel, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, rapide à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur, jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd -1 de valeur occulte, vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu, et ça va plutôt être... Alors les situations exactes sont pas... faudra voir au cas par cas, mais en gros l'idée ça va être vous amener un indice dans un lieu pour que vous puissiez activer la capacité de triche dans ce lieu. Bon, évidemment, comme vous n'avez pas révélé les lieux, vous le connaissez pas, mais éventuellement, vous entrez dans un lieu et là vous dites mince, c'est bête, ce lieu il a une valeur occulte de 2, il n'y a pas d'indice, je vais faire venir un indice dans mon lieu. Alors le 1 de valeur occulte en moins, je sais pas si ça vous servira beaucoup, mais vous faites venir un indice là, et en récupérant cet indice, ça vous permettra, par exemple, d'échapper automatiquement à l'ennemi chasseur qui va vous tomber dessus et que vous ne pouvez pas gérer d'ici là. Autre carte chercheur, bien informé, un soutien de niveau 1 qui coûte 3, utilisation 3 secrets, action dépenser un secret, enquêter dans n'importe quel lieu révélé en jeu comme si vous étiez dans ce lieu. Alors là par contre, comme vous enquêtez dans un autre lieu, vous utilisez la valeur occulte de cet autre lieu. Mais cette carte-là, avec la capacité de triche, ça peut devenir ça peut devenir une action qui vous permet d'enquêter et d'échapper à... Avec la capacité de triche, vous dépensez un secret, vous enquêtez, et vous choisissez un lieu dans lequel il y a un ennemi, et ensuite vous avez soit 2 indices grâce à la réussite de l'enquête, soit un indice et l'évasion automatique de l'ennemi. Le premier cas, ça va être, et j'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais la capacité de triche fait qu'on peut laisser derrière soi des ennemis, et se dire, tiens, cet ennemi, je lui échappe, je commence éventuellement à récupérer les indices qu'il y a dans ce lieu, avec ma dernière action, je sors du lieu, et au prochain round, grâce à la présence de cet ennemi dans un lieu connexe, je pourrais trouver un indice de plus. Donc vous pouvez laisser des ennemis dans des lieux stratégiques et vous dire, la présence de cet ennemi pourra me permettre de trouver 2 indices à la place d'un. Et voilà, bien informé, si vous laissez derrière vous des ennemis qui ne sont pas chasseurs, une fois que vous avez joué bien informé, vous dites, tiens, j'enquête dans ce lieu là-bas, à l'autre bout du plateau dans lequel j'ai laissé par exemple, que je trouve un bon exemple. Bon, la nuée de Ra est la chasseur, l'acolyte, il y a une fatalité dessus. Tiens, disons une initiée de la congrégation, voilà. J'enquête dans le lieu là-bas, j'ai réussi mon enquête, il y a une initiée de la congrégation, j'ai 2 indices. Dans un groupe en multi, vous pouvez avoir par exemple un combattant, donc il lui sera spécialisé dans l'élimination des ennemis, un enquêteur qui s'occupera des indices, et triche qui va
parfois utiliser sa capacité pour prendre 2 indices, parfois utiliser sa capacité pour échapper automatiquement à un ennemi engagé avec un des autres investigateurs. Ce qui permet à l'enquêteur pur de s'éloigner du combattant pur et de couvrir plus de terrain plus rapidement. Voilà, alors carte signature. Dans l'ombre, très tactique, ça coûte 0, 2 icônes d'agilité, 2 icônes libres. Rapide à jouer après que votre tour a débuté, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Jusqu'à la fin du round, les ennemis ne peuvent pas vous engager et vous ne pouvez pas infliger de dégâts aux ennemis. Alors, ça coûte 0, donc il n'y a pas besoin de garder des ressources pour la jouer, c'est rapide, ça vous fait pas perdre d'action. Les icônes, au cas où vous n'auriez pas besoin de son effet, 2 icônes d'agilité, 2 icônes libres, c'est très bien. Ça peut vous donner plus 2 pour une enquête, ou plus 4 pour une évasion, ou plus 4 pour une enquête avec les outils de crochetage. Voilà, et l'effet est très fort. Vous désengagez de chaque ennemi engagé avec vous, donc plus de problème d'attaque d'opportunité, et jusqu'à la fin du round, les ennemis ne peuvent pas vous engager. Bon, vous ne pouvez pas leur infliger de dégâts. Donc si vous êtes coincé, comme je le disais, avec triche, éventuellement vous laissez des ennemis sur le plateau si, je sais pas, mettons il y a un effet qui dit résolvez l'effet chasseur de chaque ennemi en jeu, chose comme ça, vous vous retrouvez gêné par les ennemis, vous jouez ça et maintenant vous avez 3 actions pour vous mettre à l'abri. Autre chose, comme les ennemis sont là où ils sont mais ne peuvent plus vous engager, et ben ça vous permet de profiter de sa réaction. Alors, spoiler sur le premier scénario du cercle brisé. Ah pardon, d'abord ça, oui. Comme quelqu'un le fait remarquer dans les commentaires sur Dans l'ombre, la carte rappelle un peu l'effet de forme éthérée, sauf que c'est gratuit, il n'y a pas à faire de test, et les icônes sont meilleures. Bref, je reviens à mon spoiler sur le premier scénario du cercle brisé. L'acte 3 du cercle brisé, vous dépensez 3 indices par investigateur, vous mettez en jeu, alors là comme c'est une carte scénario, c'est pas traduit en français, vous mettez en jeu le cercle des sorcières, un lieu qui a une valeur occulte de 3, qui a 3 indices par investigateur, quand on le révèle, on génère dans le lieu Annette Mason, et bon, il y a un effet forcé qui fait que les ensorceleurs se déplacent vers le lieu. Et le scénario se conclut quand vous avez soit vidé ce lieu de ses indices, soit vaincu Annette Mason. Du coup, moi, la fois où j'ai joué Trish Scarborough sur ce scénario, eh bien, j'ai d'abord joué dans l'ombre, donc je me suis dit maintenant je peux entrer dans le lieu sans me faire engager par Annette Mason, pour 0, éventuellement si j'étais engagé qu'un ennemi, je me désengage, voilà, j'entre dans le lieu, je suis pas engagé par Annette Mason, il me reste encore 2 actions, ou 3 si j'ai utilisé un raccourci pour me déplacer, mais mettons j'ai 2 actions. Première action, je fais une enquête sans prendre d'attaque d'opportunité. En cas de réussite, comme il y a un ennemi dans mon lieu, je prends un 2e indice. 3e et dernière action de mon tour, je fais une enquête, toujours pas d'attaque d'opportunité. Si je réussis, je prends un indice. Si j'étais en solo, j'ai pris les 3 indices. Si vous jouez un autre enquêteur en solo, pour prendre les 3 indices, en général ça donne j'entre dans le lieu, je me fais engager. 2e action, je fais une enquête, j'attribue déduction. Je me prends une attaque d'opportunité, si je réussis, j'ai 2 indices. Et enfin, 3e action, je fais une enquête, je me prends une attaque d'opportunité. En cas de réussite, je gagne le 3e indice, mais il a fallu que je supporte 2 attaques d'opportunité. Et éventuellement, ça peut être fatal. Cette carte-là, dans l'ombre, elle vous permet de ne pas vous prendre d'attaque d'opportunité. Donc, très bonne carte. La carte faiblesse, agent de l'ombre, un ennemi qui a 3 de force, 3 points de vie, 5 points d'évasion, humanoïde et cultiste, proie Trish Scarborough uniquement, chasseur. Tant que les agents de l'ombre sont engagés avec vous, vous ne pouvez pas découvrir d'indices autrement qu'en enquêtant.
forcés, après avoir échappé aux agents de l'ombre, défaussez-les. Et ils infligent 2 points de dégâts. Bon, 3 de force, c'est pas énorme. Si vous jouez en duo ou en multi, vous pouvez demander aux combattants de les combattre pour vous. Il fait une attaque, il attribue coup vicieux, et a priori, voilà, ils sont vaincus. 5 d'évasion, par contre, c'est difficile, mais si vous réussissez une évasion, vous pouvez les défausser. Alors, si vous faites un test d'évasion, il faut faire un test qui a une difficulté de 5. C'est pas gagné. Vous pouvez aussi considérer la possibilité d'une évasion automatique. Dans ce cas-là, vous leur échappez automatiquement et vous les défaussez. Le truc embêtant, c'est tant qu'ils sont engagés avec vous, vous ne pouvez pas découvrir d'indices autrement qu'en enquêtant. Donc vous ne pouvez plus utiliser par exemple, suivre son intuition, dire en action rapide, je prends un indice, comme il y a un ennemi dans mon lieu, je lui échappe automatiquement et il est défaussé, ça marche plus. Donc vous allez devoir soit combattre les agents, soit réussir une évasion en faisant un test, soit faire une action d'enquête, vous prendre l'attaque d'opportunité et utiliser la capacité de triche pour les défausser. Donc je sais pas, il me semble pas très fort. Alors je sais pas, je regarde le premier commentaire, une des faiblesses perso les plus faciles à gérer. Et il y a une carte dont il est question dans ce commentaire, j'ai pas le nom en tête, en anglais c'est Obfuscation, j'en parlerai tout à l'heure. Un exemple de deck concocté mais pas encore joué, pour Trish Scarborough. Donc un deck pour duo dans lequel Trish est l'enquêtrice, et globalement c'est un deck qui va se baser sur les événements pour trouver les indices. Si on passe rapidement en revue, les cartes, outils de crochetage, ça permet de faire des enquêtes à 8 contre la valeur occulte. Et si on réussit pas d'au moins 2, on perd une provision, mais il y en a 3, c'est pas trop un problème. Dédoublé, 8 XP pour entrer la carte dans le deck, quand même, mais on va doubler l'effet d'un événement. Et il y a plein d'événements dans ce deck. Dissimulation, voilà, c'est la carte dont je parlerai tout à l'heure. C'est une carte rapide, donc ça vous prend pas d'action de la jouer. Quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité contre vous, dépensez une charge, annulez cette attaque. Vous êtes engagé avec un ennemi, vous n'avez rien pour trouver des indices en effet rapide, vous jouez dissimulation, vous faites votre enquête, vous annulez l'attaque d'opportunité, vous trouvez l'indice, vous échappez à l'ennemi. Lola Santiago, bien évidemment, déjà elle vous booste vos caractéristiques, elle vous permet d'acheter des indices, donc avoir des indices sans action, et avoir des indices sans déclencher d'attaque d'opportunité de la part des ennemis dans votre lieu. Monte en l'air le +1 d'agilité, et aussi pour une action, vous vous désengagez de chaque ennemi engagé avec vous. Alors à noter, comme c'est dans les faits et pas dans le coup, si aucun ennemi engagé avec vous, ça marche quand même. Vu que le coup c'est seulement payer une action et l'incliner. Voilà, vous payez une action, vous l'inclinez, si vous êtes engagé avec des ennemis, vous vous désengagez de tous, puis vous déplacez vers un lieu connexe, sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Donc ça va être, je suis dans un lieu, j'aimerais récupérer les 2 indices qu'il y a dans ce lieu, mais je suis engagé avec... Vous aimeriez récupérer les indices dans le lieu, mettons que le lieu a une valeur occulte élevée, il y a un ennemi dans le lieu, vous dépensez une action, vous sortez du lieu en laissant l'ennemi derrière vous, et maintenant, depuis le lieu connexe, vous utilisez une action qui vous permet de prendre le premier indice. Grâce à la capacité de triche, vous prenez au passage le 2e indice. Étude sommaire, étant donné que vous avez la capacité pour trouver un indice automatiquement de plus, vous allez, une fois de temps en temps, placer un indice sur votre lieu pour gagner un bonus de 3 à un test de compétence, notamment des tests de volonté. Alors les événements, cherchez des réponses, j'en parlais, vous enquêtez et vous trouvez des indices dans les lieux connexes ou dans votre lieu. Donc vous mettez dans le lieu avec la valeur occulte la plus faible,
Comme ça l'enquête est plus facile, et vous prenez les indices dans les lieux avec la valeur occulte la plus élevée, éventuellement ça vous permet au passage d'échapper à des ennemis. J'ai pas précisé, mais c'est un deck pour le renouveau de la civilisation oubliée, parce que c'est une campagne dans laquelle il y a beaucoup d'ennemis qu'on préfère ne pas tuer. Dérober, vous enquêtez avec votre agilité. Si vous avez vos 2 alliés en jeu, vous avez une agilité de 6. Si vous réussissez, vous trouvez 2 indices supplémentaires, voilà, donc 3. Avec la capacité de triche, potentiellement ça passe à 4. Et en duo, 4 indices, ça va représenter tous les indices dans la grande majorité des lieux. Et si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main à la fin du tour. Vous enquêtez avec une valeur de 6. Éventuellement, c'est le bon moment pour attribuer une carte compétence. Et si vous réussissez assez largement, vous récupérez l'événement dans la main et vous le rejouerez au round suivant. Et je rappelle encore une fois, dans ce deck on a des doublés, donc chercher des réponses de niveau 2, c'est un total de 2 indices, et éventuellement vous le refaites dans la foulée, donc en une action 4 indices. Dérober 3 indices, éventuellement plus 1, et éventuellement en le dédoublant de nouveau 3 indices. Donc là par contre, 6 indices dans un lieu en duo, j'ai pas en tête de lieu avec 4 indices par investigateur. Donc je pense que vraiment là vous videz le lieu. Établir des connexions, eh bien, vous trouvez le dernier indice dans un lieu qui a... Alors il faut que ça soit votre lieu. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte élevée, vous découvrez le dernier indice, potentiellement avec Lola Santiago, vous jouez établir des connexions, vous prenez 2 indices dans un lieu qui a une valeur occulte plus faible. Si un ennemi, vous prenez un 3e indice. Forcez l'entrée, vous faites une action d'enquête à intelligence plus agilité. Si vous avez vos 2 alliés en jeu, ça vous fait un test à 9 contre la valeur occulte du lieu, ce qui vous donne de bonnes chances de réussite. Voilà, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement un ennemi dans le lieu, et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous êtes engagé avec un ennemi, ou alors il y a un ennemi dans votre lieu qui vous gêne, même s'il n'est pas engagé avec vous. Vous faites une enquête qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Vous avez de bonnes chances de réussir l'enquête, et donc de prendre les indices, mais encore une fois sans vous prendre d'attaque d'opportunité, et si vous réussissez largement, vous avez le droit d'échapper automatiquement à l'ennemi, donc maintenant vous êtes sûr de pouvoir utiliser la capacité de triche pour prendre un indice de plus. Vous n'avez pas à utiliser sa capacité pour l'évasion automatique. Si vous doublez, vous pouvez éventuellement échapper à 2 ennemis. Rapport des services de renseignement, voilà. Pour 2, 4 ou 6 ressources, vous achetez un indice dans votre lieu, enfin 1 ou 2 indices dans votre lieu ou dans un lieu un peu distant. Se faufiler de l'évasion à intelligence plus agilité. Si vous réussissez avec une différence de 1 ou plus et qu'il est non élite, il ne se redresse pas. Et si vous réussissez de 3 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main. Donc ça c'est une carte qui vous sert à laisser un ennemi, si tout se passe bien, à laisser un ennemi incliné dans un lieu pour profiter 2 rounds de suite de la capacité de triche. Alors que je dise pas de bêtises, pendant votre phase d'investigation vous lui échappez, il est incliné, vous trouvez un indice, vous profitez de la capacité de triche Scarborough. Phase d'entretien, il se redresse pas. Round suivant, vous enquêtez, comme il est là, vous profitez de la capacité de triche Scarborough, il vous donne un 2e indice supplémentaire, et là vous sortez du lieu avant qu'il se redresse pendant la phase d'entretien. Série gagnante, vous dépensez 3 ressources pour en gagner 10, un bénéfice de 7, ça c'est tout simplement pour payer les différents événements, notamment rapport des services de renseignement qui peut coûter 6, et si vous le dédoublez, vous payez 3, vous avez 10, vous repayez 3, vous avez de nouveau 10, vous avez dépensé 3 ressources pour en gagner, pour vous retrouver avec 17,
Ouais, c'est ça, vous avez gagné 14 ressources en une action. Suivre son intuition, ben voilà, un indice en action rapide. Et sous surveillance, dans le pack qui sortira, je sais pas quand, en janvier je pense. Alors ça coûte 3, vous l'attachez à votre lieu, et si un ennemi non élite entre dans le lieu, vous défaussez cette carte, vous lui échappez automatiquement, vous découvrez automatiquement un indice, et il ne se redresse pas pendant la phase d'entretien. Donc un petit peu comme pour forcer l'entrée, l'ennemi, vous lui échappez automatiquement, donc Trish n'a pas besoin d'utiliser sa capacité pour lui échapper. Elle prend un indice, comme l'ennemi est déjà incliné, elle prend un deuxième indice sans soucier de l'ennemi. Et comme l'ennemi ne se redressera pas au round suivant, elle prend un indice, elle utilise sa capacité. Donc elle a tiré 2 indices gratuits de cet ennemi. Et puis les compétences, cran, dextérité, perception. Voilà. Au final, Trish Scarborough, moi j'aime bien. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, il y a longtemps de ça maintenant. J'avais fait, une fois où je jouais en trio, un deck... un deck Mintifan qui jouait barricade de niveau 3 et qui essayait de trouver des indices à distance. Ce qui fait que le combattant, il se baladait tout seul pour combattre les ennemis. Le polyvalent, en l'occurrence c'était Akashi, elle révélait les lieux, enfin le combattant et Akashi qui était polyvalente, tous les deux révélaient les lieux pour savoir dans lesquelles mines devaient trouver les indices. Akashi faisait les enquêtes faciles, et quand il y avait un gros ennemi, elle allait en renfort du combattant, et Mintifan derrière sa barricade, sans avoir à se soucier des ennemis, elle trouvait les indices à distance. Avec Trish, on a un peu cette même stratégie du positionnement de l'investigatrice par rapport aux ennemis. Voilà, un ennemi non chasseur, on lui échappe, on prend les indices, si on laisse un indice dans le lieu, c'est pas gênant, on sort, on récupère l'indice à distance, même s'il y a 2 indices, grâce à la capacité, on a les 2, en une action, enfin, en une prise d'indice, on en récupère 2, mais un ennemi chasseur, et au passage, je vérifie, oui c'est ça, il n'y a pas marqué non élite. Donc si vous êtes dans un scénario avec un ennemi élite chasseur très puissant, vous pouvez laisser un indice dans chaque lieu, et à chaque round, Trish Scarborough prend l'indice dans ce lieu et incline l'ennemi. Donc vraiment, c'est pas l'investigatrice la plus simple à jouer. Moi je dis toujours, quand je joue en duo, en général, c'est j'entre dans un lieu, je prends tous les indices, je vais dans le lieu suivant, je prends tous les indices et j'avance comme ça. Et Trish, ça sera plus technique, mais aussi plus amusant, ça sera là, je peux me le permettre, je prends tous les indices. Là, je suis engagé avec un ennemi, donc je prends un indice pour échapper à l'ennemi, et ensuite je sors avant d'être réengagé, puis je vais prendre les indices à distance pour lui échapper automatiquement à chaque round. Voilà. Là, l'ennemi va pas venir vers moi, donc j'ai pas besoin de lui échapper, je prends 2 indices. Ça doit être... Je l'ai peu joué pour le moment, mais c'est très intéressant sur le papier. Alors, il y avait eu un sujet ouvert sur le forum, peut-être pas un sujet entier, mais des discussions sur le fait qu'elle était inintéressante en solo. Je suis pas d'accord, je pense qu'en solo, elle est plus dure à jouer, mais elle est pas inintéressante. Parce que, alors c'est sûr, en solo, il y a moins d'ennemis, donc sa capacité, on l'activera peut-être moins souvent, mais en solo, vous avez la possibilité de... certes, vous avez moins d'ennemis, certes, il y a moins d'indices dans les lieux, mais vous avez la possibilité d'utiliser quand même, de ne pas combattre. Vous faites une triche qui est spécialisée dans l'enquête et qui a aussi quelques cartes d'évasion. Vous ne combattez quasiment aucun ennemi, et dès que vous vous retrouvez dans le lieu d'un ennemi, vous vous débrouillez pour l'engager, pour l'incliner
le plus rapidement possible, vous sortez du lieu et cet ennemi vous sert d'aide pour trouver 2 indices dans le lieu, si c'est un des rares lieux avec 2 indices par investigateur. Voilà. Et bien évidemment, plus il y a de joueurs, plus il y a d'ennemis sur le plateau simultanément, et plus elle devient technique à jouer, du style l'enquêtrice principale c'est Daisy, elle est engagée avec un ennemi, on fait jouer Trish d'abord, elle joue, par exemple, ah tiens là j'ai pas mis bien informé, bon, mettons elle joue bien informée, elle enquête dans le lieu dans lequel est Daisy, elle échappe automatiquement à l'ennemi, et comme ça maintenant Daisy peut faire tranquillement ses enquêtes. Voilà, je pense que j'ai déjà bien parlé de Trish. Première carte, truand du pack, le 25 automatique. Un soutien de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe un emplacement de main, trait objet, arme à feu illicite, rapide, utilisation 4 munitions, action dépenser munitions, combattre, si l'ennemi attaqué est incliné, vous gagnez plus d'en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors évidemment, on peut penser au 45 automatique, qui coûte le même prix, qui a le même nombre de munitions, qui a plus 1 en force, mais qui inflige toujours plus 1 dégât. Et le commentaire sur cette carte va être très rapide, moi je ne l'aime pas du tout. Alors ok, elle est rapide, donc vous n'avez pas à combattre d'ennemis, vous vous en souciez pas, vous n'avez pas à combattre d'ennemis, vous ne vous en souciez pas de jouer cette carte, vous vous retrouvez engagé avec un ennemi, vous la jouez comme action rapide et maintenant vous combattez l'ennemi. Le problème c'est que si l'ennemi n'est pas incliné, vous n'avez aucun bonus de force et aucun bonus d'attaque. Enfin de dégâts, pardon. Et ça c'est mauvais. Pour que l'arme se révèle intéressante, il faut que l'ennemi soit incliné. Mais ça veut dire qu'il va soit falloir faire une action d'évasion, et donc vous perdez une action de combat, soit il va falloir trouver un moyen de lui échapper automatiquement. Comme on est dans le pack de Trish, par exemple, vous jouez suivre son intuition, vous prenez un indice, vous échappez automatiquement à l'ennemi, vous jouez le 45 automatique, et vous avez 3 actions combat. Mais si on reste sur Trish, elle a 2 de force, le bonus de plus 2 fait qu'elle combat à 4 contre la valeur de combat de l'ennemi, c'est léger. Du coup, alors déjà oui, l'arme rappelle le fidèle 38 de Finn, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, qui est également rapide, donc qui coûte 2 fois moins cher, il a une munition de moins. Dépenser une munition combattre, vous gagnez plus d'en force pour cette attaque, si l'ennemi attaqué n'est pas engagé avec vous, vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. L'arme de Finn, elle coûte seulement 2 ressources, elle a toujours le bonus de plus d'en force, et pour avoir le bonus de dégâts en attaque, il suffit que l'ennemi ne soit pas engagé avec Finn. S'il est engagé avec un autre ennemi, ça va. Donc le 25 automatique, on dirait un très mauvais 38 de Finn. Et quand même, j'ai regardé, le seul investigateur que je vois bien jouer le 20, le seul investigateur qui pourrait considérer de tous les investigateurs, le seul qui pourrait considérer cette arme, c'est Finn Edwards. Pourquoi ? Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour s'échapper. Donc vous avez une action, vous êtes engagé avec un ennemi, vous utilisez votre action gratuite pour essayer de lui échapper. Si vous avez réussi, le 25 automatique vous donne son bonus. Vous pouvez le jouer, vous attaquez avec force 5 et vous infligez les dégâts 2 par 2. Mais encore une fois, si vous en avez... déjà, l'ennemi, vous lui avez échappé, donc vous n'avez pas forcément besoin de le combattre. Si vous avez besoin de le combattre, vous auriez le même effet avec le 38 de Finn. Et si vous aviez le 38, vous pourriez éventuellement dire à un autre investigateur, tiens, tu joues avec moi, sur ta dernière action, t'engages l'ennemi, et je le combats. Alors, si un autre investigateur engage l'ennemi, que vous ratez vos tests de combat, vous blessez l'autre investigateur. C'est le risque. C'est le risque qu'il n'y a pas avec le 25 automatique. Mais je suis quand même
pas du tout convaincu par cette arme. Carte suivante, Sombre Rituel. Un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, trait rituel et maudit. Scellé jusqu'à 5 jetons maudits, forcés à la fin de la phase du mythe, vous devez soit dépenser une ressource, soit défausser Sombre Rituel. Donc cette carte-là, elle vous dit, pour 1, vous retirez du sac jusqu'à 5 jetons, qui vous rajoute un modificateur de -2. Par contre, chaque round, ça vous coûte une ressource. Alors un coût d'entretien de 1 par round, pour un truand, c'est pas forcément effrayant, mais c'est quand même gênant. Bien évidemment, faudra voir, est-ce que vous avez besoin de sceller 5 jetons? Eh bien, encore une fois, le pack... Alors oui, une petite remarque, je parle pas trop des cartes qui sont sorties dans le pack mouillé jusqu'au cou. Alors que les cartes sont déjà en français sur le site, un peu par simplicité, parce que je les connais pas encore trop, et parce que la vidéo sur le pack mouillé jusqu'au cou, elle sortira probablement peu après ces vidéos-là. Donc j'ai pas forcément envie à, 2 semaines d'intervalle, de répéter la même chose. Moi je pense au grimoire cryptique notamment. Vous avez traduit le grimoire cryptique, vous avez actuellement 5 pions maudits et 5 pions bénis dans le sac du chaos, vous retirez les 5 maudits. Voilà, en une carte. Également, connaissance profonde, parce que, de ce que j'en ai vu, les cartes qui jouent avec les jetons maudits sont les cartes chercheurs et truand. Là dans le pack, on a une truand qui est biclassée chercheur. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre dans son deck pas mal de cartes qui interagissent avec les jetons maudits. Voilà, connaissance profonde, pour faire piocher un total de 3 cartes aux investigateurs dans un lieu. Vous avez mis 2 jetons maudits dans la réserve du chaos. Vous pouvez les sceller. Pacte faustien dont on parlera plus tard, pareil, 2 jetons maudits pour gagner 5 ressources. Et vague du destin, on transforme les jetons maudits en jetons bénis. À la fin du round, tous les jetons bénis en jetons maudits, et ensuite avec sombre rituel, on les scelle, s'il y en a 5 ou moins. Voilà. Il y a un certain nombre de cartes en chercheur ou en truand, et il y en aura d'autres dans la suite du cycle, avec un effet du style mettez des jetons maudits dans le sac et ensuite obtenez un effet très puissant par rapport au coût en ressources ou en XP de la carte. Le sombre rituel va compenser ça. Vous dites, j'ai mis plein de jetons maudits pour récupérer des effets puissants. Je vais maintenant les sceller pour plus être gêné par ces jetons maudits. Alors à noter, je crois que je l'ai dit dans ma première vidéo sur le cycle, on vous fournit dans la boîte 10 jetons maudits. Et c'est le nombre maximum de jetons maudits que vous pouvez avoir sur l'ensemble de la partie. Autrement dit, si vous jouez 2 copies de sombre rituel, vous pouvez être affranchi des jetons maudits pour le scénario. À chaque phase du mythe, vous devez dépenser 2 ressources, ce qui correspond par exemple à la capacité de Jenny Barnes et à l'effet de loup solitaire, mais vous scellez tous les jetons maudits. Divers effets vous ont fait mettre 10 jetons maudits dans le sac. Le premier sombre rituel vous en scellez 5, deuxième sombre rituel vous scellez les 5 autres, et maintenant, chaque fois qu'un effet vous dit mettez un jeton maudit dans le sac du chaos, vous dites je peux pas, il y en a plus. Alors par contre, je vérifie rapidement, c'est si c'est un effet qui vous fait mettre un jeton. Là, le pacte faustien, en tant que coût supplémentaire, si vous pouvez pas mettre de jetons, vous pouvez pas payer le coup. Si vous pouvez pas payer le coup, vous pouvez pas jouer la carte. Donc il faudra voir au cas par cas. Là aussi c'est un coût supplémentaire. Par contre, vague du destin, c'est un effet. Donc vous remplacez tous les jetons maudits qu'il y a dans le sac, que je dise pas, oui c'est ça. Pendant le tour du truand, le mystique joue vague du destin. Attendez, je suis en train de m'embrouiller un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça, imaginons. Le mystique, il y a 4 jetons maudits
dans la réserve du chaos. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais imaginons 4 jetons maudits dans la réserve du chaos. Le mystique, il dit, ces 4 jetons maudits, je les remplace par des jetons bénis. Très bien. Le truand, il dit, je joue un pacte faustien. Comme il y a de nouveau des jetons maudits dans le stock de jetons, je mets 2 jetons maudits dans le sac. Je joue un autre pacte faustien, je mets encore 2 jetons maudits. Maintenant, je mets le sombre rituel, je scelle les 4 jetons maudits. À la fin du round, l'effet de vague du destin fait qu'on remplace les jetons bénis par des jetons maudits. Mais s'il n'y a plus aucun jeton maudit, ou s'il y en a moins que les jetons bénis, vous ne pouvez pas résoudre l'effet en entier, et je regarde rapidement. Bon, je vais pas lire en détail là en anglais, mais moi, vu la formulation, vu que c'est remplacer les jetons, enfin, faudra que je cherche une autre fois, je vais pas le faire en direct pendant l'enregistrement, mais moi, instinctivement, je dirais que, non, je dis des bêtises, il n'y a pas remplacé chaque jeton béni par un jeton maudit, donc je pense que c'est globalement, c'est vous prenez simultanément tous les jetons bénis et vous les remplacez par autant de jetons maudits. S'il y a moins de jetons maudits, eh ben vous mettez moins, mais vous retirez quand même les jetons bénis. Mais ça vous a permis de rejouer des cartes qui demandaient de mettre des jetons maudits dans le sac. Dans l'exemple que j'ai donné juste avant, voilà, il y avait plus qu'un jeton maudit dans la réserve de pions, vous ne pouviez plus jouer pacte faustien. Vague du destin vous permet de jouer 2 copies de pacte faustien, et sombre rituel fait que vous retrouvez quand même avec seulement un jeton maudit dans le sac du chaos. Par contre, faut pas oublier, quand vous ne payez plus le coût d'entretien, vous défaussez sombre rituel, et là vous avez d'un coup jusqu'à 5 jetons maudits qui retournent dans le sac. Ça fait beaucoup d'un coup. Voilà, carte suivante, dissimulation. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, rapide, utilisation 3 charges. Réaction, quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité contre vous, dépensez 1 charge, annulez cette attaque. Eh bien, moi je l'ai joué avec Triche, et je trouve que cette carte est géniale pour elle. Voilà. Triche, bon je vais pas vous rappeler encore une fois sa capacité, mais je le disais, la situation idéale quand on est engagé avec un ennemi, c'est de jouer suivre son intuition. Ça coûte 2 ressources, mais on a automatiquement un indice, et en ayant trouvé un indice, on peut échapper automatiquement à un ennemi dans son lieu. Et comme c'est une carte rapide, on se prend pas d'attaque d'opportunité. Et ben dissimulation, ça vous permet d'avoir le même effet avec, notamment, rapport des services de renseignement. Vous dites, je P2, je joue cette carte, vous devriez vous prendre une attaque d'opportunité, vous l'annulez, vous prenez un indice ou 2 indices si vous avez payé 4 ressources, et vous utilisez la capacité de triche. Alors, cette carte-là, parce que c'est un effet garanti, mais ça annule toutes les attaques d'opportunité, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle autre action qui vous donne des indices. Vous pouvez faire une enquête, vous pouvez jouer, je sais pas moi, chercher des réponses, vous pouvez enquêter avec outil de crochetage, vous pouvez enquêter et attribuer déduction de niveau 2, voilà, vous faites une action qui a pour but de vous donner un indice, vous annulez l'attaque d'opportunité, vous avez votre indice ou vos indices et vous déclenchez la réaction de triche. Si vous ratez votre test, eh ben vous recommencez, vous annulez la 2e attaque d'opportunité. Comme cette carte est rapide, vous la gardez dans votre main jusqu'au moment où vous avez besoin de la jouer. Parce que mine de rien, et c'est pour ça que dans mon exemple de deck il y avait série gagnante de niveau 4, mine de rien, vous voulez jouer suivre son intuition, ça coûte 2. Vous voulez jouer rapport des services de renseignement, ça vous coûte 2, 4 ou 6. Vous voulez prendre un indice avec Lola Santiago, faut payer. Un deck
Triche Scarborough, ça peut coûter cher. Donc les 2 ressources de dissimulation, probablement, on les dépense uniquement quand on est sûr de soi. Et la possibilité d'annuler 3 attaques d'opportunité, ça fait tout un tour, si vous n'avez pas de gain d'action. Donc comme j'en parlais un petit peu plus tôt dans mon spoiler de scénario, si vous êtes dans une situation où on vous dit videz ce lieu de tous ces indices, conclusion 1, tuez l'ennemi, conclusion 2, alors en supposant que vous avez encore vos 3 actions quand vous entrez dans le lieu, vous entrez dans le lieu, vous êtes engagé par cet ennemi final de scénario, vous dites première action, je fais une enquête, j'annule l'attaque d'opportunité, deuxième action pareil, troisième action pareil, vous utilisez un des gains d'indice pour déclencher la capacité de triche et avoir un indice bonus, et en 3 actions, plus le bonus, vous attendez à avoir 4 indices, moins si vous échouez, mais quand même 3 ou 4 indices, ça devrait suffire pour vider le lieu. Si vous êtes en duo, faudra probablement booster un petit peu ce tour. Si vous êtes en duo, il faudra probablement booster ce tour avec des déductions, voire des déductions de niveau 2, des rapports des services de renseignement, ou suivre son intuition, ou l'utilisation de Lola Santiago pour atteindre les probables 6 indices requis. Bon, sachant que si vous jouez en duo, vous pouvez aussi dire aux combattants, t'entres dans le lieu pour engager l'ennemi, et comme ça, moi je me prends pas les attaques d'opportunité. Mais, si on continue dans le nombre croissant d'investigateurs, en multi, trio ou quatuor, vous pouvez dire, Triche, elle entre, elle est engagée avec l'ennemi, Triche, elle entre, elle est engagée avec l'ennemi, mettons le gardien la suit grâce à garde rapprochée, chose comme ça. Elle fait ses 3 enquêtes sans se prendre d'attaque d'opportunité, elle récupère 4 indices, ensuite l'enquêteur pur entre dans le lieu, pareil, il récupère ses 3 indices, et ensuite le gardien dit c'est ma première action, il y a un ennemi dans mon lieu, je joue scène de crime, j'ai 2 ennemis, j'ai 2 indices d'un coup. Maintenant, je combats l'ennemi, en tout cas, deuxième action, j'engage l'ennemi, troisième action, je le combats, et comme ça, le gardien peut avoir les ennemis grâce à scène de crime, Oui, je m'embrouille un peu, mais bref. Obfuscation, encore une fois, le nom français c'est dissimulation. Très bonne carte pour triche, mais pas uniquement. De façon générale, la possibilité d'annuler les attaques d'opportunité, ça va être bien, je dirais, en solo pour, mettons, un investigateur qui... Ouais, alors attendez, je réfléchis un petit peu à d'autres situations, parce que en solo, on pourrait se dire pour un investigateur qui a pas la bonne carte à ce moment-là, ça prend un emplacement d'arcane, alors faudra voir. Éventuellement un truand qui joue ça, puis qui ensuite joue son arme et qui annule l'attaque d'opportunité. Oui, à voir. Mais en tout cas, excellente carte pour triche. Alors, petite remarque, quelqu'un qui dit dans un deck Akashi, ça peut être bien pour les charges. Je vous traduis rapidement ces arguments. Déjà, vu que c'est Akashi, la carte, pour 2, et en action rapide, elle entre en jeu avec 4 charges. Pour la faiblesse d'Akashi, vous utilisez les charges de cette carte-là. Premier argument, c'est si vous jouez médium, vous pouvez défausser la carte pour gagner immédiatement 4 ressources. Donc, pour 2 ressources, vous la jouez, elle entre en jeu avec 4 charges. Pour une action rapide, vous la défaussez, vous gagnez 4 ressources. Un gain de 2 ressources, ouais, ok. Si vous piochez la faiblesse d'Akashi, il faut transférer des charges de vos sorts, vous videz ce sort-là plutôt que votre sort de combat.
Si vous jouez la compétence vague de puissance, je crois que c'est en français, pour chaque utilisation de la compétence, vous retirez 2 charges de cette carte, et ça fait que la compétence a 2 icônes de volonté et 3 icônes libres. Et puis, bien évidemment, vous pouvez utiliser la carte pour ce qu'elle est. Voilà. Carte suivante, Pacte Faustien, un événement qui coûte 0. Trait Pacte et maudit, en tant que coût supplémentaire pour jouer Pacte Faustien, ajoutez 2 pions maudits à la réserve du chaos. Les investigateurs dans votre lieu gagnent un total de 5 ressources réparties comme vous le souhaitez. Comme je disais tout à l'heure, le coût supplémentaire qui consiste à mettre 2 pions, 2 jetons maudits, il faut que les 2 jetons maudits soient disponibles, sinon vous pouvez pas payer le coût et donc vous pouvez pas jouer la carte. Et ben ça rappelle Planque. Planque pour 0, on a 3 ressources. Au niveau 2, 3 ressources et une carte. Au niveau 3, 4 ressources ou 4 pions provisions. Par contre, c'est uniquement pour vous. Le pacte faustien, vous le répartissez. Et le fait de dire qu'on le répartit, ça rappelle élucider l'affaire. Pour 0, rapide, à jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Les investigateurs dans ce lieu gagnent un total de X ressources réparties comme vous le souhaitez. X est la valeur occulte du lieu. Élucider l'affaire, moi je compte plutôt sur 3 ou 4 ressources, pacte faustien c'est 5, mais il y a ces 2 jetons maudits. Donc encore une fois, il faudra voir est-ce que dans le deck, vous arrivez à gérer ces jetons maudits. On peut imaginer, si vous jouez un truand friqué, première action du premier round, enfin pas forcément premier round, mais voilà, vous jouez un truand friqué, vous voulez générer plein de ressources d'un coup. Première action, pacte faustien, vous mettez 2 jetons maudits dans le sac du chaos, vous avez 5 ressources de plus. Deuxième action, pareil. Troisième action, sombre rituel, vous retirez les 4 jetons maudits. L'effet, alors sombre rituel, il coûte combien déjà? Il coûte 1. Vous avez gagné 9 ressources. Vous n'avez pas changé le sac du chaos, et à chaque round, vous perdez une ressource. Sauf que à chaque round, vous gagnez aussi une ressource, et que si vous jouez friqué, vous avez probablement prévu beaucoup de génération de ressources. Je sais pas, par exemple, vous avez loup solitaire, vous dites, la ressource que je gagne au début d'un de mes tours avec loup solitaire, elle sert à payer le sombre pacte au round suivant. Encore une fois, si vous jouez beaucoup de ressources, je pense que Pacte faustien, c'est le meilleur gain de ressources, si on considère uniquement les ressources, c'est le meilleur gain de ressources au niveau 0. Planque, c'est un bénéfice de 3. Que je dise pas de bêtises, série gagnante de niveau 2, c'est un bénéfice de 5, mais c'est au niveau 2. Série gagnante de niveau 4, c'est un bénéfice de 7, mais c'est au niveau 4. Regardez ça, c'est potentiellement un bénéfice de 3 à condition de réussir le test. Enfin voilà, donc il faut, si vous n'avez aucun problème à compenser les jetons maudits, c'est de la très bonne génération de ressources. Et au passage, je montrais le deck de triche tout à l'heure. Si vous jouez beaucoup d'événements, vous pouvez inclure des doublés. Et dans votre deck à 0 XP, vous avez 2 copies de Pacte Faustien. Vous avez 2 copies de Dark Rituel. Vos 8 premiers XP, vous achetez des doublés. Et vous dédoublez un Pacte Faustien, 4 jetons maudits, vous dédoublez un autre pacte faustien, 4 jetons maudits, total de 8. Vous pouvez sceller les 8 jetons grâce à vos 2 copies de sombre rituel, et en jouant ces 2 exemplaires de pacte faustien et en les dédoublant, vous avez gagné 2 x 2 x 5 ressources, 20 ressources. Donc un gros pactole. Bon voilà, alors le récap. Allez, on commence. L'investigatrice, Trish Scarborough, moi j'aime beaucoup. Elle a ce profil enquête plus évasion qu'ont plusieurs truands, notamment Finn et Winifred.
Elle a une capacité qui est efficace mais qui est tactique. Voilà, il va falloir réfléchir. Quand est-ce que je veux un indice de plus? Quand est-ce que je veux échapper? En solo, ça sera plus dur à jouer parce que tant qu'il n'y a pas d'ennemis, on peut pas utiliser sa capacité. Par contre, en multi, ça peut vraiment donner déjà toute son efficacité si à chaque round il y a un ennemi en jeu, et tout le on va dire le sel tactique, voilà, tout l'intérêt de l'investigatrice, un petit peu brise neurone, à quel ennemi je veux échapper automatiquement, lequel doit être tué par le combattant, lequel on laisse en jeu pour à chaque round gagner un indice. Est-ce qu'on laisserait pas le chasseur pour le faire venir et à chaque round triche enquête dans son lieu pour trouver successivement des indices dans tous les lieux qu'il traverse, etc., etc. Voilà. Alors je l'ai un petit peu joué, pas beaucoup, mais je la trouve très intéressante. Alors les cartes truands en elles-mêmes, le 25 automatique, non. Encore une fois, moi, généralement, alors il peut y avoir des exceptions, par exemple le deck Silas que je jouerai pour le renouveau de la civilisation blé, mais globalement, en général, mon gestionnaire d'ennemis, soit il combat quasiment tout et occasionnellement il fait une évasion, soit il échappe à quasiment tout et occasionnellement il fait un combat. Là, le 25 automatique, j'ai du mal, le 25 automatique, chaque fois que vous voulez combattre, il faut avoir incliné l'ennemi au préalable. Donc, alors, on peut avoir des effets d'échappement automatique, mais c'est pas vous choisissez de combattre ou d'échapper, c'est vous devez échapper par une action ou par un autre effet pour combattre. C'est pas du tout mon style de jeu. Le sombre rituel, vous utilisez plein de cartes qui mettent des jetons maudits. Vous utilisez ça pour compenser. Par contre, il faut avoir les ressources. On verra à la fin du cycle. On sait pas, peut-être que dans le dernier pack, je dis n'importe quoi, peut-être que dans le dernier pack, il y aura un effet, il y aura une carte niveau 5 avec un effet du style, mettez 5 jetons maudits dans le sac du chaos, prenez 2 indices dans votre lieu, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu, déplacez-vous de jusqu'à 2 connexions, et tout ça en action rapide. Et dans ce cas-là, on se dira, oui, les cartes, cette carte-là est géniale, mais les jetons maudits m'embêtent, donc je prends sombre rituel dans mon deck. Pour le moment, encore une fois, toutes les cartes qui interagissent avec les jetons bénis ou maudits, chaque fois ça me fait dire, on verra à la fin du cycle. Voilà. Dissimulation, une carte géniale pour Trish Scarborough. Je pense que vous faites un deck Trish Scarborough, vous mettez 2 copies de cette carte. Voilà, moi ça me semble assez logique. Alors, il peut y avoir des exceptions, je sais pas, si vous jouez en duo avec Zoé Samaras, peut-être que vous dites à Zoé, tiens, engage l'ennemi pour lui infliger un dégât, et dans ce cas-là vous n'avez pas besoin de vous protéger contre les attaques d'opportunité, mais sinon, c'est automatique pour elle. Et dans d'autres decks, éventuellement oui, un deck de combattant qui a tendance à jouer son arme au dernier moment. Tiens, j'aurais pu en parler tout à l'heure, si vous combattez avec la Lupara de mémoire elle inflige plus de dégâts le round où on la joue. Ah oui, mais la jouer provoque pas d'attaque d'opportunité, mauvais exemple. Enfin bref, si vous avez un deck où il vous arrive de ne jouer ce qui vous permet à combattre l'ennemi qu'au dernier moment, pour 2, vous jouez sans action rapide, vous jouez votre solution de combat, vous annulez l'attaque d'opportunité et vous êtes prêt à combattre. Un petit peu lourd et coûteux quand même. Pacte faustien, de la grosse génération de ressources, mais il faut être prêt à prendre des pions du chaos dans le sac du chaos. Des pions maudits dans le sac du chaos. Avoir dans un deck friqué qui n'a pas peur des jetons maudits. À voir. Après tout,
si vous faites un deck friqué et que si vous gagnez 5 ressources, vous augmentez d'1 le bonus de relation influente. Si vous commencez à avoir de gros bonus avec relation influente, avec astuce, avec je sais pas moi, en payant pour des brouillards, vous avez une grosse marge. Mettons que vous jouez le style réussite de 2 ou plus, vous prenez le -2 d'un jeton maudit. Comme vous êtes mis bien au-dessus de la difficulté, vous réussissez quand même le test. Et si vous le réussissez pas d'au moins 2, vous jouez manœuvre audacieuse, c'est quand même réussi. Bon. Voilà. Donc, si 1, vous voulez beaucoup de ressources, et 2, que vous avez prévu de quoi compenser les jetons maudits. Du coup, pour le résumé global, une très bonne investigatrice, une carte qui est géniale dans un deck de cette investigatrice, une carte, le 25 automatique, que moi je trouve inintéressante, et 2 cartes qui vont bien ensemble et que je pourrais jauger plus efficacement à la fin du cycle. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.